Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bon, merci à tous ceux qui sont présents. Et bonsoir, merci à tous d'assister à cette nouvelle table ronde du cycle Mobilité qu'on a le plaisir d'avoir lancé avec Kaline il y a un mois avec les aéroports. Et ce soir, on va traiter d'un nouveau sujet qui est les ports de commerce. Donc, l'idée à travers cette table ronde est de développer sur les enjeux de développement stratégique de ces infrastructures. Donc, pour faire une petite introduction du secteur et de qu'est-ce qu'un port de commerce. Tout d'abord, c'est une infrastructure, on va donner quelques définitions, c'est une infrastructure essentielle dans le cadre de l'économie, servant de points fondamentaux pour le transport et les échanges internationaux. Ces installations, situées le long des côtes et des grandes voies navigables, facilitent le mouvement des marchandises entre les différentes régions du globe, stimulant ainsi la croissance économique, l'emploi et le développement des zones portuaires. Avec l'intensification et la mondialisation, l'interconnexion accrue des marchés, l'importance des ports s'est amplifiée, les positionnant comme un acteur clé du commerce mondial. On en parlera après. Il y a deux méthodes pour mesurer l'évolution du trafic des ports de commerce et pouvoir quantifier la taille d'un port, et donc à travers deux classements. Le premier qui va mesurer le volume de marchandises échangées en millions de tonnes, et le deuxième qui va mesurer plus spécifiquement le trafic des conteneurs. Pour ce trafic, du coup, on va parler en équivalent 20 pieds, c'est-à-dire un conteneur de 20 pieds qui équivaut en longueur à 6 mètres 1. Donc à partir de là, on a une base pour calculer le volume de fret transporté par les navires porte-conteneurs. Pour donner quelques chiffres également sur le secteur, dans le monde, on a 146 ports qui ont enregistré un trafic de plus d'1 million de VP, donc d'équivalent 20 pieds en 2020, qui totalise du coup un total de 690 millions de VP ou 86% du volume mondial. Également, 7 des 10 plus grands ports au monde sont chinois, à l'exception de 3, celui de Singapour, celui de Busan et celui de Rotterdam. On a constaté ces dernières années une baisse des volumes généralisés dans de nombreux ports en Europe, à contrario en Chine, du moins côté asiatique, malgré les restrictions du Covid-19, les volumes dans les 10 principaux ports chinois ont continué d'augmenter pour atteindre de nouveaux records. Le cadre dans lequel évoluent les ports de commerce est multidimensionnel, englobant des aspects économiques, logistiques, environnementaux et techniques. Sur le plan économique, les ports sont des moteurs de développement régional et national, créant des emplois et attirant des investissements substantiels. Parallèlement, les ports doivent naviguer dans un environnement réglementaire complexe, respectant des normes strictes en matière de douane et de protection de l'environnement. La gestion des ports de commerce requiert une coordination efficace entre divers acteurs, incluant les autorités portuaires, les opérateurs de terminaux, les compagnies maritimes, les logisticiens, ainsi que les autorités locales et nationales. De plus, les avancées technologiques, telles que la numérisation et l'automatisation, transforment les opérations portuaires, améliorent l'efficacité et réduisent les coûts, tout en portant de nouveaux défis en matière de cybersécurité et de formation du personnel. Les enjeux environnementaux constituent également une dimension cruciale pour les ports de commerce. Les initiatives visant la durabilité et la transition énergétique, telles que l'adoption de carburants alternatifs et de technologies vertes, sont au cœur des stratégies portuaires. Ainsi, les ports de commerce se trouvent à l'intersection de multiples dynamiques économiques, réglementaires, technologiques et environnementales. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour appréhender les défis et les opportunités auxquels ils sont confrontés et pour élaborer des stratégies efficaces visant à maximiser leur contribution au commerce mondial. Au travers de nos échanges, nous verrons quel est l'état de l'industrie aujourd'hui, les défis et les opportunités de croissance, et nous terminerons par les ambitions et les perspectives de croissance du secteur. Nous sommes ravis d'accueillir parmi nous ce soir 3 intervenants qui vont partager avec nous leur expérience sur ces différentes thématiques. Avant de démarrer par les discussions, je vous laisse vous présenter, messieurs. Je commence.
Pierre Avesque, donc je travaille pour la société Africa Global Logistics, qui est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est transport et logistique en Afrique, comme le nom l'indique. On ne fait pas que de l'Afrique, mais essentiellement. Et on opère une vingtaine, un peu plus, de terminaux, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, de terminaux à conteneurs en Afrique et en dehors de l'Afrique. Voilà. Michael Armandou, associé chez Herbert Smith Freehills, avocat. Je fais des infrastructures et de l'énergie, et dans le cadre de mon activité, pas mal de projets portuaires, un peu partout, en Afrique, un petit peu avec Africa Global Logistics, mais avec beaucoup d'acteurs. Et à cette occasion, j'ai pu voir pas mal de différents montages. Et donc, ravi d'être là ce soir pour en parler avec vous. Bonsoir, Christian Rucher. Je gère le groupe transport logistique chez Nomura, conseil financier. Donc, on accompagne un peu les opérations ou de M&A, que ce soit l'achat ou la vente des entreprises, des acteurs, des gros opérateurs maritimes ou logisticiens, ou aussi conseil en financement où on peut interagir ensemble. Bon, merci pour vos présentations. On va commencer avec une première question, présenter le secteur tout d'abord. On voudrait, pour commencer, on va parler des grandes tendances des 20 dernières années, notamment sur le plan de la croissance dans le monde et dans les pays en voie de développement. Du coup, une question peut-être pour toi, Pierre. Est-ce que tu pourrais nous préciser quelles sont les grandes tendances de ces dernières années, les attentes, les ambitions du secteur ? Oui, ok, merci Benjamin. Déjà, pour commencer, tout à l'heure, tu parlais des ports de commerce en expliquant un peu ce que c'était. Je voulais juste, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance, d'expertise de l'auditoire, mais rapidement, dans les ports de commerce, il faut juste déjà distinguer les différents types de terminaux. Il y a les terminaux vrac, tout ce qui est vrac solide ou vrac liquide. Le vrac solide, c'est tous les terminaux dédiés aux céréales ou aux minéraliers, typiquement. Le vrac liquide, c'est plutôt pour tout ce qui est oil and gas, donc pétrolier. Ensuite, il y a les terminaux conventionnels, qui étaient un peu la norme il y a très longtemps. Donc tout ce qui n'est pas conteneurisé, la marchandise qui est transportée de façon hors conteneur, assez simplement. Et enfin, il y a les terminaux conteneurs, qui représentent aujourd'hui le standard et dans lequel je travaille. La plupart des terminaux sur lesquels le groupe et les grands groupes type Maersk, KPMT ou MSC ou CMA, que tout le monde connaît en France, sont spécialisés dans les terminaux à conteneurs. Donc ça, c'est déjà le premier sujet. Et donc ce soir, en tout cas pour ma part, je vais plutôt parler des tendances et de ce qui a été fait sur les terminaux à conteneurs. Parce que quand on regarde les 20 dernières années, on se rend compte que de l'évolution importante, voire phénoménale, on peut dire, de la croissance du marché à conteneurs. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, la plupart des personnes ont eu un besoin soutenu et accru de biens manufacturés. Les biens produits en Chine, type les télévisions, les produits finis comme ça, se transportent mieux en conteneur. On comprend bien que l'intérêt du conteneur qui permet de transporter de façon un peu plus sécurisée la marchandise. Donc la demande a toujours été très forte. Elle a augmenté avec le temps, évidemment, et la population. Il y a eu un effet aussi du passage du conventionnel vers le conteneur. Donc ça aussi, c'est un effet qui est venu accélérer la croissance du marché conteneur. Et puis évidemment, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais les États ont bien compris évidemment que les ports étaient des actifs stratégiques, mais qu'il a fallu aussi augmenter constamment et nourrir les investissements, augmenter les capacités des terminaux à conteneurs. Donc si on regarde globalement de 2000 à 2010, déjà la croissance par an dans le monde était de 7% par an. Donc tous les ans, de façon géométrique, le marché a pris 7%. Si on regarde 2010 à 2020, c'est un peu moins fort, mais c'est 4-5% par an quand même dans le monde. Et quand on prend les pays en voie de développement et le continent africain, parce que moi je vais tout faire sous le prisme plutôt continent africain, la croissance est évidemment encore plus importante. On est sur les mêmes périodes 2000-2010, des croissances de 8 à 10% par an, et 2010-2020, entre 6 et 8% par an. Donc ça reste quand même assez élevé. Maintenant, en valeur, et tu le disais un peu tout à l'heure, mais en valeur, en 2000, il y avait environ 200 millions de conteneurs, ou de VP, je ne pourrais
pas vérifié ça de près, en 2000. En 2020, on est à environ 800 millions de conteneurs dans le monde. Donc ça a quadruplé. Si on regarde le continent africain, on est passé de 6 millions à 36 millions. Donc ça reste certes petit par rapport au reste du monde, mais ça a quand même été multiplié par 6. Donc on voit bien l'extraordinaire dynamique des terminaux à conteneurs. Ça, c'était pour les croissances et puis la volumétrie. Je vais un peu partager mon expérience à MSC aujourd'hui, mais avant Bolloré. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le groupe. Et donc, l'historique un petit peu des terminaux à conteneurs, je trouve en plus intéressant sur le prisme africain, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de transformations sur le continent africain que dans les marchés, on va dire, plus matures. Donc en 2000, dans nos premières concessions, on avait des concessions un peu court terme, 10-15 ans, où les infrastructures étaient assez peu développées, limitées, voire parfois inexistantes. Et donc la demande des États à l'époque, c'était d'équiper rapidement ces terminaux, de former le personnel et donc d'apporter rapidement l'expertise assez facilement, on va dire, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire des grosses infrastructures à l'époque, mais c'était la première phase qu'on a eue en 2000-2005. Je pense au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria notamment, où la plupart des concessions qu'on a eues étaient portées sur l'équipement. Ensuite, les États ont bien compris qu'il fallait quand même continuer à investir et prévoir des capacités pour toujours suivre la demande, qui était assez pas exponentielle, mais enfin qui était quand même extrêmement dynamique en Afrique. Donc à partir de 2010, on a eu des nouveaux appels d'offres, on va dire, des nouvelles concessions qui étaient beaucoup plus portées sur l'extension des terminaux existants, voire créer des nouveaux terminaux, des ports en eau profonde. Parce qu'à l'époque, les terminaux d'origine étaient des ports historiques où le tirant d'eau, la profondeur pour les navires, était assez limitée. Et pour accueillir les navires toujours plus importants, plus gros, il a fallu construire des nouveaux quais plus profonds ou complètement construire des nouveaux ports en dehors des villes. Donc on a eu le port au Cameroun de Kribi en 2014, on a eu un nouveau terminal à Abidjan, CIT, qu'on opère aussi aujourd'hui. Alors je ne vous parle que des terminaux qu'on opère nous. Hein. Et on a eu aussi le nouveau terminal 3 du Ghana, qui était un des plus importants qu'on a dans le portefeuille, qui a coûté environ 1 milliard de dollars. Je dis environ parce que ça a coûté un peu moins, je crois, à la fin. Et donc voilà, ça c'était la deuxième vague de modernisation. Et maintenant, quand on regarde en 2024, même si bon, depuis 2020 c'est un peu la même tendance, il y a eu l'effet Covid certes, mais globalement dans le monde, on a encore des prévisions de trafic entre 3 et 4% par an de croissance dans le monde. Et quand on regarde encore une fois les pays en voie de développement, on va dire encore le continent africain, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est essentiellement, ou même l'Indonésie qu'on regarde depuis quelques temps, donc bon, même si on s'appelle Africa Global Logistics, on regarde un peu en dehors de l'Afrique, on a des croissances attendues de 5 à 7% par an. Donc ça reste quand même encore très dynamique, et notamment en Afrique, cette croissance, elle vient toujours de la demande, mais aussi par le développement, et ça c'est un peu la nouveauté en tout cas, ce qu'on regarde nous de plus en plus, on n'est pas qu'opérateur portuaire, on est aussi des logisticiens, c'est tous les corridors pour servir les pays enclavés, ceux qui n'ont pas accès à la façade maritime. Voilà, donc tous ces pays de l'Interland passent par des corridors en Angola, en Tanzanie, au Kenya, ou en Afrique du Sud. Et donc cette dynamique de corridors que les États commencent à travailler ensemble pour développer ce marché intra-africain, nous, on se positionne aussi beaucoup dessus, parce qu'on opère du rail, on opère des flottes de camions, et on opère le port. Et puis maintenant qu'on est affilié ou qu'on est détenu par une ligne maritime, évidemment, on a un peu toute la chaîne logistique. Donc voilà un peu ce que je voulais, moi, expliquer un peu sur les tendances. Et c'est vrai que c'est plus sur le parti africaine, mais je pense qu'il y a eu plus de transformation sur ce continent-là que dans les marchés type États-Unis, Europe, où la logique est un peu la même, mais elle a été moins forte. Et je pense qu'en 10 ans, l'Afrique a rattrapé, a récupéré les standards internationaux. Alors pas que grâce à nous, hein, d'autres opérateurs ont fait exactement la même chose, mais parce qu'il y a une véritable intégration et compréhension par les États qu'il fallait de toute façon
mettre à niveau ces actifs stratégiques. Les aéroports, c'est stratégique, mais si on n'a pas d'aéroport, à la rigueur, c'est moins grave que si on n'a pas de port. Donc les ports, c'est quand même la clé aujourd'hui, et on en parlera peut-être plutôt à la fin. Qu'est-ce que les États attendent maintenant et qu'est-ce qu'on voit comme typologie d'appels d'offres et de type de projet? Je voulais en parler maintenant, mais apparemment, il faut en parler à la fin, donc j'en parlerai tout à l'heure. Je voulais garder un peu de suspense à la fin sur les ambitions futures du secteur. Si Michael ou Christian, vous voulez compléter ou vous voulez apporter votre point de vue sur le secteur, n'hésitez pas. Non, je pense que c'est super intéressant, et je pense que un peu le dernier point que tu as fait sur l'intégration un peu du business model et de l'importance d'avoir du rail, par exemple, quand même aussi de l'infrastructure lourde un peu pour connecter les autres pays, la logistique, les camions. Peut-être quelques perspectives de ce business model-là, et si c'est applicable dans d'autres régions ou si c'est spécifique, si c'est nécessaire aussi pour justement pouvoir exploiter tout le potentiel. Tu veux dire avoir toute la chaîne. Oui. Oui, c'est de plus en plus nécessaire, et c'est ce qui mène à la question de ce qu'attendent les États plus tard. Actuellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais on en reparlera tout à l'heure, mais commençons à en parler du coup. Oui, non, mais voilà, quand je vois les derniers appels d'offres et puis même la congestion des villes historiques, on voit bien que, je ne sais pas si mon micro fonctionne toujours ou je le tiens mal, peut-être le tenir comme ça. Quand on voit les villes historiques, et pas qu'en Afrique, parce qu'en Indonésie, on voit la ville de Jakarta, même si elle brasse 8 millions de conteneurs aujourd'hui, il y a un phénomène de congestion qui est clair et de délocalisation des industries, que ce soit donc en Indonésie typiquement ou en Afrique. On voit bien que la logique aujourd'hui, c'est de sortir des villes, faire en sorte que les ports historiques, soit ils ont encore la capacité de s'étendre en capacité, soit ils peuvent encore le faire, mais la plupart, fondamentalement, la vision à long terme des États, c'est quand même de sortir les ports historiques, de les fermer ou d'en faire des ports de plaisance ou faire autre chose, et faire des zones logistiques et portuaires en dehors des villes. Et ils attendent maintenant des opérateurs de ne pas être que des opérateurs. Et donc ça répond un peu à ta question. Je pense qu'en Afrique et même en Asie, où je le vois en Indonésie du moins, il va falloir intégrer toute la logique multimodale, route, rail. Alors, nous, on opère du rail, mais c'est pas... Le rail, c'est quand même pas un business qui est simple à développer. S'il n'y a pas une réelle volonté de l'État derrière, tu le sais sûrement mieux que moi, l'infrastructure du rail, elle est dure à rentabiliser pour un privé. Mais il faut quand même arriver à raisonner en tant qu'opérateur, logisticien, et qui pense déjà comment les flux camions ou rails vont s'organiser pour pouvoir éviter de refaire la même erreur ou d'avoir des visions court-termistes. Je vous propose de passer à la suite. Donc, parlons un peu des alliances. Donc, la crise financière de 2008 et 2009 a été la première année négative pour le secteur depuis sa création. Et cela a engendré plusieurs consolidations par rapport à plusieurs acteurs. En 2017, par la suite, il y a eu la création de 3 grandes alliances, 2M, Ocean Alliance et l'Alliance. La première réunit MSC et Maersk. La deuxième, CMA-CGM, China Cosco Shipping et Evergreen. Et la troisième, Hapag-Lloyd, Yang-Ming et Ocean Network Express. J'espère que j'ai bien prononcé. Et depuis janvier 2024, une nouvelle alliance est en cours de création avec Maersk et Hapag-Lloyd qui ont annoncé leur nouvelle alliance. Et donc, avec toutes ces dynamiques dans le secteur, comment les alliances entre les compagnies maritimes ont-elles évolué au fil des années? Pourquoi elles ont évolué un peu dans ce sens? Et quels sont les impacts de ces évolutions sur les ports de commerce? Oui, je crois que peut-être le premier point à faire, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a un avant de la crise financière et un après. L'avant de la crise financière, c'était la globalisation, c'était la croissance formidable mondiale et aussi des commandes de nouveaux navires de plus en plus grands et de plus en plus importants. Après, il y a eu la crise financière, il y a eu la première année négative qui était vraiment terrible pour le secteur. Et on avait un secteur avant qui était très bien organisé aussi.
Et plusieurs interventions ont fait qu'on s'est retrouvé dans un climat quand même macro plus difficile et un peu moins de collaboration qui a engendré des grosses pertes, des restructurations, des sorties de certains acteurs et aussi un marché un peu plus instable par la suite. Bon, 2010 était une super année parce qu'il y avait beaucoup de capacités qui a été retirées du marché et donc était une année très très profitable. Si on regarde les taux de fret de 2010, il y avait un gros pic et on a retrouvé ce pic 10 ans après en 2020 avec la survenue du Covid. Mais pendant 10 ans, c'était quand même un marché pas évident et où les acteurs, c'était un secteur où il y avait beaucoup de concurrence. On est quand même sur un produit commoditisé, le container, pour faciliter l'échange. Mais donc, c'est aussi un peu difficile de se différencier. On se différencie donc un peu par le service, par l'intégration de la chaîne logistique. Et on a vu que les gros armateurs se sont aussi intégrés. Donc, ils avaient déjà commencé à construire leur portefeuille de ports, mais encore plus par la suite. Et donc, les alliances sont devenues nécessaires. Il y avait déjà beaucoup de collaboration avant, il y avait déjà des formes d'alliances, mais on a vu un peu les super alliances se former, surtout avec Maersk et MSC. Et ça a aussi eu beaucoup de conséquences sur les ports parce que du coup, ils ont un peu réorganisé leur réseau. Ce qui a engendré que certains ports qui étaient dans le réseau de Maersk, soudain, n'étaient peut-être plus dans le réseau commun. Et donc, pouvaient perdre des volumes. Quant à d'autres ports qui étaient dans le réseau de l'autre, a peut-être eu plus de volume. Donc, il y a eu un peu des gagnants et des perdants. Je pense que ce n'était pas probablement les ports principaux, mais sur des ports un peu plus périphériques, il y avait des conséquences en termes de volume, positifs ou négatifs. Et je pense que ces alliances étaient très utiles parce que ça permet de vendre la capacité sur le bateau ensemble, c'est des synergies, on peut s'organiser de cette façon, mais c'était pas assez. C'était pas assez. Pendant 10 ans, la profitabilité du secteur était très très bas et ça engendrait beaucoup de consolidation dans le secteur. Donc surtout chez les plus un peu de moyen taille comme Hapag-Lloyd qui a fait plusieurs opérations, qui a fait un merger avec United Arab Shipping Company, qui a fait un merger avec CISAV au Chili, qui fait beaucoup de nord-sud. Il y a eu Maersk quand même qui a racheté Hamburg Sud, il y a eu CMA qui a racheté Neptune Orient Lines à Singapour. Donc beaucoup de consolidation, et cette consolidation a aussi permis à stabiliser le secteur un peu. Et ça crée des synergies, ça donnait un pouvoir de frappe plus important. Et ça a mis le secteur, je pense, sur des pieds un peu plus solides en 2018-19, avant le Covid. Et les ports étaient très importants dans la façon dont ils gèrent leurs opérations. Ça a été aussi une façon de lever des capitaux. CMA, après l'achat de Neptune Orient Line, ont vendu 1 ou 2 ports justement pour lever des capitaux, pour financer la croissance qu'ils ont racheté par la suite. Mais c'était où on fait une transaction avec China Merchants, c'était des actifs qui permettaient aussi bien de sécuriser le réseau, mais aussi dans des temps de crise de pouvoir se rabattre dessus. Et il y avait toujours un peu de tension entre les groupes, et on peut en discuter, les groupes intégrés, donc les ports intégrés, et les ports indépendants. Donc un groupe comme DP World, qui gère le port de Dubaï, mais qui n'est pas affilié à une compagnie maritime, le groupe Hutchinson, ou le groupe Port of Singapore, qui détient le gros port de Singapour, qui est un gros port de transfert. Et il y a toujours un peu peut-être, je ne sais pas si c'est une tension, mais en tout cas, il y a un peu les ports alignés et ceux un peu plus indépendants.
Et puis bon, il y a certainement aussi des voix un peu critiques pendant le Covid qui ont posé la question, les alliances, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ou non sur est-ce que ça a trop consolidé le marché ou pas? Je pense que c'est difficile à voir. Clairement, on a eu maintenant, comme vous venez de dire, un peu des revirements avec certaines alliances qui se défendent et d'autres qui se forment. Donc c'est un secteur qui reste très dynamique. Et est-ce qu'on sent l'apparition, par exemple, un peu de pôles, enfin pas des monopoles, mais des sortes de grandes puissances, justement, avec ces alliances, ou ça reste quand même assez ouvert en termes d'accès au marché? Non, je pense que ça reste un marché très compétitif. Bien sûr, il y a des grands acteurs. Je pense qu'avant ces alliances et avant cette vague de consolidation, je ne sais plus de l'année exacte, mais je pense que Maersk était peut-être à 10%, 12% à un moment. Là, il commence à être un peu plus important, mais c'était un secteur qui était très fragmenté. Là, je pense qu'on commence à être dans un niveau où la gestion de long terme est un peu plus possible. D'accord, très clair. Est-ce que vous souhaitez rajouter des choses peut-être? Mais non, juste rapidement, tu as raison, il y a des alliances qui se défont. L'alliance 2M n'existe plus, MSC n'est plus en alliance avec Maersk. Bon, ça c'est un détail. Mais effectivement, alors, moi je trouve que ça allait de moins en moins fragmenté quand même. Quand je vois ce qui m'est arrivé typiquement, hein, moi j'étais avant dans le groupe Bolloré, où j'étais un de ces opérateurs non alignés, ou on va dire non apparentés à une ligne, et donc ça a changé il y a 1 an et demi. Donc nous, notre argument de vente avant, c'était de dire nous on est indépendants, donc on sert tout le monde de la même façon, et c'était ça notre force. Et c'était ça la logique. Aujourd'hui, on a un autre raisonnement. Enfin, on sert toujours tout le monde, mais un peu plus MSC peut-être. Mais bon, en tout cas, ce que je vois avec l'acquisition par MSC de Bolloré Africa Logistics, qui est maintenant Africa Global Logistics, ça renforce encore ce que tu disais aussi, mais qu'effectivement, aujourd'hui, les lignes post-Covid ont eu des niveaux de rentabilité, des taux de fret très intéressants. C'est qu'il y a eu des années très difficiles avant. Je pense à CMA, qui a demandé un prêt garanti à l'État quand le Covid a démarré. Et puis 2 ans post-Covid, CMA voulait tout racheter, quoi. Donc voilà, les MSC a fait pareil. CMA a racheté Ceva, le grand logisticien, a racheté une partie de la logistique de Bolloré en dehors de l'Afrique. Donc CMA a totalement intégré avec Ceva et Bolloré Logistics en dehors de l'Afrique, hors Afrique, tout ce qu'ils pouvaient en puissance logistique. Je pense qu'ils sont peut-être aussi un peu dans l'aéroportuaire aussi, même dans Air France. Bon. Et MSC a fait la même chose a déjà intégré il y a longtemps TIL, son opérateur historique, qui détient quand même 70 terminaux dans le monde, qui a une branche déjà logistique avant nous qui s'appelle Medlog. Et donc, on voit bien, moi je vois que APMT a fait pareil, Maersk avec APMT, son opérateur existant. Ils ont sûrement une filiale logistique dont j'ai oublié le nom. Donc en fait, il y a quand même, pour répondre aussi à la force de frappe et l'agressivité d'un Dubai Port, d'un Abu Dhabi, qui sont en fait, et PSA, qui sont en fait pas des opérateurs privés et familiaux. Il ne faut quand même pas oublier que Maersk, c'est quand même une famille au départ. MSC, c'est un groupe familial. CMA, c'est un groupe familial. Et qu'en face, on a quand même des concurrents qui sont des États. Donc à un moment donné, il faut quand même pouvoir se battre avec des armes un peu plus importantes. Donc il y a cette intégration globale. Il y a des géants portuaires ou des acteurs globaux qui sont arrivés. Et l'intégration verticale, ligne, port, logistique, est un avantage concurrentiel indéniable, permet aussi d'avoir une certaine indépendance, puis de vendre aussi un produit aux clients plus intéressant, évidemment d'améliorer la rentabilité, parce que si on est sur toute la chaîne, on est capable d'améliorer les productivités un peu à tous les niveaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de survivre en étant qu'un opérateur portuaire ou qu'une ligne, hein. Ça me paraît de plus en plus compliqué. Et ça revient encore à ce qu'attendent en plus les États qui veulent faire des ports, des greenfields en eau profonde pour faire des plateformes de transbordement, de transfert, comme tu disais,
tous les États veulent avoir leur plateforme parce qu'ils pensent que c'est leur pays est situé sur les lignes, les passages ou les escales du monde entre l'Asie et l'Europe et les États-Unis, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on se positionne sur un gros dossier, comme les dossiers deviennent de plus en plus gros, et je le vois en Indonésie, typiquement, il va falloir être opérateur portuaire, amener du volume avec la ligne. Si on n'a pas une ligne derrière, c'est un peu plus compliqué. Et il y a toute la zone logistique, industrielle qui est derrière ce dossier Patimban qui est à 2-3 heures de Jakarta, où évidemment, nous, on a intérêt à y aller, mais les États nous ont choisi aussi, l'État indonésien nous a choisi aussi parce qu'on est capable de développer cette zone-là aussi. Un opérateur seul ou une ligne ne peut pas répondre à ce type de dossier, quoi. Voilà. Ça fait une bonne transition aussi avec les montages contractuels, parce que quand on parle de projets qui sont plutôt, de ports qui sont plutôt pour l'État, d'autres qui sont des entreprises plus privées qui ont peut-être des forces de frappe un peu plus faibles. Donc on pense aussi aux montages contractuels. Quels sont par exemple, j'imagine qu'il y a pas mal de schémas qui peuvent être mis en place, des concessions, des joint ventures, des marchés de partenariat public-privé. Comment on choisit déjà les montages par rapport à chaque port? Il y a aussi toute la question de la répartition des risques derrière, sur quel opérateur prend quel risque en fonction du montage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et de l'organisation des ports aujourd'hui par rapport au montage contractuel? Ça tombe bien parce que c'est des sujets, j'espère, que je connais un petit peu. J'ai une vision beaucoup moins globale que mes chers copanélistes qui connaissent très bien le secteur. Je peux vous parler de ce que j'ai vu. Donc moi, je fais du financement de projet, juste pour contextualiser. Donc là où je peux travailler sur des dossiers portuaires, en général, c'est quand il y a des nouveaux ports à construire, des nouvelles infrastructures à développer ou de nouveaux CAPEX à faire sur des ports existants. J'ai pu en faire sur différents continents, donc je peux dire un petit peu ce que je vois. Classiquement, le montage qu'on voit le plus souvent, c'est sans doute les concessions. Alors après, ça peut, dans différents pays, ça a différents noms, mais des concessions. Et pourquoi? Parce que ce sont des infrastructures pour lesquelles on demande normalement à l'opérateur privé de prendre un risque trafic, de prendre un risque revenu. Et donc, si, par exemple, il va lever de la dette ou de l'equity pour financer les CAPEX qu'il y a à faire pour construire le port, il va en tout cas, la dette ou les investisseurs vont être remboursés ou rémunérés par les revenus que va générer l'exploitation du terminal portuaire. Ça, c'est le montage le plus classique. Il y a différentes façons de le faire. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, il y a des projets complètement greenfield où un État va dire faut que vous me construisiez un nouveau port, ce que vous disiez tout à l'heure, à tel endroit. Donc là, il va y avoir énormément de CAPEX pour ce qui concerne les infrastructures de base, et également ensuite les infrastructures de base, pour caricaturer, pour schématiser plutôt, c'est casser, faire les digues, les quais, etc. Puis on s'arrête à moins, je sais pas, c'est moins 1 mètre, je ne suis jamais très au clair, mais on s'arrête à un certain niveau, et après on va chercher quelqu'un pour faire ce qu'on appelle les superstructures, le dernier niveau de quai, puis dessus mettre des grues, etc., pour pouvoir exploiter le port. On a vu des schémas, par exemple, moi j'ai travaillé sur l'opération, pour vous donner quelques exemples, le port de Tanger, l'extension du port de Tanger, j'étais conseil de l'agence spéciale Tanger Méditerranée sur Tangermet 2, qui est un énorme projet au Maroc, et pour le coup, les infrastructures de base coûtaient extrêmement cher. Ils ont essayé de le faire en financement de projet, ils avaient parlé à différents acteurs, mais ce n'était pas vraiment faisable ni optimum. Donc ils ont financé par le faire avec des fonds souverains. Voilà. Et quand ils avaient préparé les infrastructures de base, ils sont allés chercher des concessionnaires pour leur donner le terminal numéro 1, le quai, X mètres de quai, et puis voilà, ils ont splitté comme ça, Marsa Maroc, d'autres acteurs qui avaient des bouts de concession qui, eux, finalement, versaient une rémunération à TMSA, qui était constante, et puis eux construisaient, faisaient leurs installations portuaires, mettaient leurs équipements portuaires,
exploiter et se rémunérer là-dessus. Donc ça, c'est une façon de faire des concessions. Après, j'ai travaillé par exemple sur l'extension du port de Calais, qui est un des gros projets portuaires d'infrastructure en France, Calais 2015, qui était vraiment un tout nouveau port énorme à côté du port existant. Et là, pour le coup, c'était une concession. Voilà, faites-nous un nouveau terminal avec Bouygues qui a fait toutes les infrastructures et ensuite ce terminal exploité. Alors, c'est justement peut-être une bonne transition vers un autre schéma, parce que Calais, c'était peut-être l'exception, c'est loin d'être le schéma le plus courant. Ça a été habillé comme une concession, présenté comme une concession, mais les acteurs ne voulaient pas prendre de risque trafic. En tout cas, ce n'était pas bancable de financer ça simplement sur une base risque trafic. Et ils ont voulu monter ça comme un PPP, qui n'est pas le schéma le plus courant. Et en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est que le concessionnaire existant qui était en charge de l'exploitation du port existant et après, plus tard, du nouveau port en construction, s'est engagé à payer un loyer fixe à la société qui était responsable de la construction du nouveau port de Calais, dans laquelle l'actionnariat, c'était des investisseurs. Il n'y avait pas d'opérateurs portuaires. C'était Meridiam, des chambres de commerce, la Caisse des dépôts. Donc il n'y avait personne qui était un exploitant portuaire. Eux, ils étaient là pour faire de l'infra. Et ils ont emprunté, ils ont construit l'infrastructure qu'ils ont ensuite louée aux concessionnaires. Alors vous me direz, c'est une manière indirecte de prendre un risque trafic, puisque le concessionnaire, lui, paye avec les revenus qu'il génère. Mais on avait négocié des montages avec la région qui versait des compléments, en tout cas qui faisait le top-up pour qu'il y ait de quoi de payer le loyer, en gros, à chaque fois. Donc ils ont dérisqué la construction de l'infrastructure, ce qui a permis de faire un montage vraiment project finance classique, avec Alliance Global Investor qui était le prêteur, enfin des montages très classiques. Mais c'est plutôt l'exception, sauf à ce que vous avez une expérience plus large qui confirme la règle. La règle, c'est quand même plutôt des concessions. Et pour ce qui concerne le montage concessif, c'est un ouvrage, les ports sont des infrastructures très particulières. C'est très compliqué, c'est probablement l'une des infrastructures les plus complexes, parce que vous avez, comme ça a été dit, vous avez souvent sur un même port plein d'acteurs. Vous avez différents terminaux, vous avez différents acteurs, vous avez les liners, vous avez les DHL et autres qui vont aussi avoir un rôle important pour ce qui concerne la façon dont le port va tourner. Vous avez l'autorité portuaire, vous avez plein d'enjeux divers et variés qui font que c'est une infrastructure complexe, évidemment stratégique, avec beaucoup de concurrence, beaucoup de terminaux qui se font concurrence pas très loin les uns des autres. Et donc, il y a un risque trafic que les banques n'aiment pas prendre. Ce n'est pas facile de financer en project finance pur des infrastructures portuaires. Et donc, vous avez souvent ça dépend des juridictions, mais vous avez souvent des montages où vous avez du faux project, vous avez de la dette, mais finalement, c'est une garantie corporate, ou alors vous avez des financements, mais qui ne sont pas du tout du project finance, pour le coup. C'est des gens qui vont investir en equity, qui vont faire ça sans chercher à faire du financement à recours limité. Et dans beaucoup de juridictions, où c'est un petit peu compliqué, des DFI qui vont financer, je pense que vous connaissez bien ça. Donc en Afrique, ça va beaucoup être la SFI, ou en tout cas des bailleurs de fonds de ce type-là qui vont financer ces actifs. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai quelques projets en Amérique latine ou dans les Caraïbes. On a travaillé sur le port de Kingston pour Sama CGM en Jamaïque. Donc c'est l'IDB qui a financé, c'est la Banque interaméricaine de développement. Ça, pour le coup, c'était un montage concessif. J'ai travaillé, et je travaille toujours, pour FH, Sama CGM et des sponsors colombiens sur le port de Puerto Antioquia en Colombie. C'est également, exactement, pour des bananes. La Banque interaméricaine de développement qui finance. Et pourquoi je donne ces deux exemples-là? Parce que ça illustre bien l'exception et la règle. Si vous voulez, le port de Kingston en Jamaïque, il y avait un risque trafic. Pour le coup, c'est ce que disait justement Pierre. C'est CMA-CGM, donc un liner, qui a considéré que ça pouvait être un hub pour aller servir les États-Unis. Et donc, ils ont investi pour un terminal qui serait un hub, donc où il passerait pour aller finalement servir
une autre destination que la Jamaïque. Et je pense que les banquiers, malgré tous les efforts des conseils financiers et autres, n'ont pas complètement acheté le risque trafic. Et du coup, CMA-CGM, parce qu'il était très confiant dans le fait qu'ils utiliseraient ce port, ils ont donné des garanties de trafic, d'une certaine façon. En tout cas, ils se sont engagés à utiliser le port à un niveau qui permettrait, peu ou prou, de faire le service de la dette. Ce qui est très inusuel. Et donc, ça a permis de faire du project finance à moitié du faux project finance, parce que finalement, ils garantissaient un certain niveau de service de la dette. C'est plutôt l'exception. Souvent, ce que vous avez, enfin, je parle sous votre contrôle, mais c'est la règle. Les compagnies maritimes, il n'y a pas de contrat long terme, comme vous en avez dans le power, quand vous faites des PPA sur 15 ans avec quelqu'un qui s'engage à vous acheter de l'électricité à un prix fixe sur une longue durée, enfin au prix fixe, ou en tout cas une partie fixe. Ici, vous avez plutôt des acteurs qui vous disent « Oui, je passerai par ton terminal, ça j'ai un intérêt, peut-être je vais te donner des droits de priorité, etc. » Mais c'est très rare que quelqu'un vous dise « Je m'engage sur 15 ans à utiliser ton port à tel niveau, sur telle durée. » Et du coup, parce qu'on n'a pas ces contrats, c'est très difficile de faire du vrai project finance sur les ports. C'est probablement l'animal le plus difficile à financer en financement à recours limité. Sur la Colombie, on y est arrivé parce que c'est un cas très spécifique où il y avait un business case tout fait. Ça faisait très très longtemps qu'il y avait un import-export de bananes. Toutes les bananes étaient faites là-bas. Ouais, export de bananes, pardon. Exactement, le marché est sécurisé, les gens étaient très confiants. Dans l'equity, vous avez des Banacol, Banafruit, des acteurs clés de la banane. Donc on a été capable de convaincre des banques de développement, mais aussi GIP, qui est un fonds d'investissement infra, qui a fait une très très grosse dette mezzanine privée. Donc eux, ils croyaient dans le succès de ce projet. Donc ça, c'est du vrai financement de projet risque trafic, mais c'est quand même plutôt l'exception. Pardon. Rien, tout est l'exception. Je ne sais pas s'il y a beaucoup... Non, mais c'est l'exception. Voilà, c'est l'exception. Donc je ne sais pas ce qu'en pensent mes amis, mais c'est un petit peu ça les schémas juridiques qu'on voit. Est-ce que j'avais noté autre chose d'intéressant à dire? Je regarde mes notes, je triche. Moi j'ai une question, Michael. Du coup, tu évoquais le fait que... Pierre, tout à l'heure évoquait le fait que de plus en plus on a des infrastructures intégrées. Du coup, le port, la voie ferrée, etc. Est-ce que du coup, ça veut dire que la partie contractuelle, on va tout monter en concessif, ou on va faire des packages avec, par exemple, la voie ferroviaire sous un schéma PPP, la partie portuaire sous un format concessif? Est-ce qu'on va séparer tout ça? Comment ça va fonctionner du coup? Je vais sans doute retourner la question vers mes copanélistes, parce que pour ce qui me concerne en tout cas, je ne connais malheureusement pas tout, les dossiers sur lesquels je suis intervenu, c'est classiquement des dossiers où on ne finançait qu'un port. Il y a des secteurs, par exemple dans le mining, où vous allez avoir des giga-projets où ils vont faire toute la chaîne. Donc il va y avoir un port, une voie ferrée. C'est des projets qui sont c'est pas le type de projet sur lesquels je travaille, donc peut-être que je laisse mes amis en parler bien mieux que moi. Oui, non, mais déjà, je pense que ça ne se fera pas pas un package global. Tout est tombé. Un package global, rail, port, parce que les business models sont complètement différents. Donc tu ne pourras jamais mélanger, les deux types. Et surtout le ferroviaire, encore une fois, le ferroviaire, nous, on en a deux, des concessions, mais enfin, globalement, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement rentable et qui demande un investissement lourd et que les États doivent financer. Le matériel roulant, à la rigueur, on peut l'apporter, on peut faire une partie de l'infra, mais enfin, ça ne peut pas se mélanger avec le portuaire. Et puis, pour revenir rapidement sur les financements, c'est vrai que historiquement, on a financé en equity pour aller très vite, quand les capex étaient faibles. On a fait après du recours maison-mère, donc des financements où si on ne paye pas le service de la dette, ils vont chercher l'argent directement auprès de l'actionnaire. C'est ça que ça veut dire, recours maison-mère. Et on a eu la seule exception en Afrique aussi. On a eu le terminal du Ghana où on a triché parce qu'en fait,
il y avait déjà les cash flows du terminal existant qui tournaient. Donc, ce n'était pas un vrai greenfield quand on a construit le nouveau terminal. On a juste délocalisé. On a pris les volumes existants qui avaient déjà une quinzaine d'années ou vingtaine d'années d'historique. Et les banques ont dit, notamment c'est la FC qui a financé en grande partie, écoutez, s'il y a vraiment ce cash flow déjà existant, ce n'est pas un greenfield, c'est facile de financer en project finance, mais c'est bien le seul cas qu'on a eu. Sinon, c'est toujours effectivement de la garantie ou de la lettre de confort qui évoque un peu de la garantie. C'est effectivement très dur, mais je pense que ça ne s'apparente pas qu'au portuaire. Je pense que si on devait le faire sur l'aéroportuaire, tu as un peu le même sujet à mon avis. Et là, sur l'Indonésie, on a un peu de la chance, et je suis moi-même le premier étonné, parce qu'on a quand même sondé les banques européennes avec qui on a soi-disant des accords, on se connaît depuis longtemps, mais en fait, aucune n'a voulu nous financer en sans recours. Et les banques, parce que je suis avec des partenaires japonais notamment, et les banques japonaises, pareil, mais les banques indonésiennes sont capables de nous... Alors, c'est pas encore fait, le loan agreement n'est pas signé, mais... C'est pour ça que j'ai pris la carte. Oui, concrètement, en tout cas, sur ce dossier-là, on a quand même 4-5 banques indonésiennes qui sont prêtes à nous financer un terminal où il y a... Aujourd'hui, l'infrastructure est amenée par le ministère des Transports, mais toute la superstructure dont tu parlais, elle est financée par nous. Et aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Il va falloir détourner une partie du marché de Jakarta vers là. Donc, il y a un réel risque de trafic, un ramp-up. Et les banques nous disent, nous, on peut vous financer avec un long terme, 14-15 ans, et des périodes de grâce qui sont dans la période dans laquelle on ne paye ni intérêt, ni remboursement de dette. Elles sont capables de nous l'apporter aussi, ce qui, moi, me paraît incroyable, et avec une lettre de confort quand même, mais qui n'est pas trop difficile, qui n'engage pas vraiment. Et ça, je trouve ça assez étonnant. Ce sera peut-être la deuxième fois qu'on en fait. Peut-être un dernier élément sur le financement de ces animaux-là. Et d'ailleurs, on a pu voir des sujets comme ça un petit peu... on regarde des sujets comme ça en ce moment. Les ports, une fois qu'ils tournent et qu'ils ont prouvé qu'il y a du trafic, qu'ils ont un historique, etc., il y a beaucoup d'opérations qui, pour le coup, sont des vrais financements à recours limité, qui peuvent se faire sur le port en question, qui a pu prouver qu'il avait du trafic, mais pour des capex qui restent raisonnables, c'est souvent pour faire des capex d'expansion ou d'amélioration. Donc il va falloir étendre le terminal, acheter des nouvelles grues, moderniser le terminal. Donc là, vous allez pouvoir lever de la dette, pour le coup, à recours limité. En général, ça se fait plus facilement. Et ce qu'on voit également alors dans d'autres marchés, mais notamment en France, on regarde une opération de ce type en ce moment. Vous avez des sponsors forts qui ont des ports qui n'ont plus à prouver leur succès, qui, eux, vont lever de la dette au niveau de holding, qui détiennent 1 ou 2 terminaux et qui vont presque lever de la dette comme un financement corporate, c'est-à-dire avec des capex lines qui leur permettront de faire des acquisitions, de faire des développements futurs, etc. Et où là, on monitore des ratios financiers, on monitore plus l'actif comme une infrastructure. Ça devient presque du financement corporate parce que le port est devenu une vraie boîte qui génère beaucoup d'argent, etc. Et on voit pas mal de projets comme ça en ce moment. Donc il y a vraiment une distinction entre les projets brownfield et greenfield sur la structuration de base. Est-ce que, oui, j'imagine que vous allez... Non, je crois que tu as aussi ouvert une parenthèse intéressante. Je pense que dans le plus grand nombre des cas, on parle de gros ports, de sujets un peu gouvernementaux, des projets bien établis. Il y a effectivement aussi des projets un peu privés qui sont liés ou à des grosses projets d'exploitation de mines, que ce soit ou dans l'énergie. Et ça, c'est des structurations qu'on ne fait plus peut-être avec les États. Il y a peut-être une concession pour une usine ou une mine, mais après, c'est le risque, c'est plus volume, c'est le counterpart risque qu'on a aussi bien sûr avec les compagnies maritimes, mais c'est plus avec que le volume de la mine ou de l'usine. Et c'est bien plus niche, c'est plus spécifique, c'est pas forcément container, mais ça existe aussi. Je pense que c'est encore plus compliqué, en tout cas de mon expérience. Souvent, ces acteurs essayent d'attirer des investisseurs parce qu'ils ne veulent pas opérer tout le CAPEX eux-mêmes. Mais ça, je pense que c'est encore plus difficile en structuration parce que c'est encore plus
intégré presque que ce qu'on a parlé jusqu'ici. Et rapidement, non, pour les greenfields, les nouveaux ports, on va dire, les vrais greenfields, ce qu'on a pu faire, nous, ce qu'on a pu voir, ce qui sera peut-être un peu la norme, effectivement, les privés ne pourront pas prendre tout le risque tout seuls. Et donc, ce qu'on voit, c'est que soit les États s'endettent auprès d'IFI ou de banques chinoises, ou le JICA, je pense encore une fois à l'Indonésie, ou le Japanese International Cooperation Agency, qui est un espèce d'organe de développement qui fait des prêts, presque des prêts étudiants, quoi, hein. Il fait des prêts à taux 0,1%, et je rigole pas, hein, 0,1%, avec une période de grâce de 10 ans, sur des maturités de 40 ans. Donc pendant 10 ans, ils ne payent rien, et puis après, c'est 0,1% le taux d'intérêt. Et donc les États s'endettent à des conditions incroyables, construisent l'infrastructure. Ça nous est arrivé là, en l'occurrence en Indonésie. Et on nous transfère que le risque des superstructures. Et ce qui rend le dossier acceptable. S'il avait fallu aussi porter toute l'infrastructure, le dragage du chenal, ça aurait été impossible. T'aimais ça? Oui. Est-ce qu'on parle de combien d'années de concession là, sur des projets en Afrique? Il reste, parce que comme ils ont signé en 2021, il reste 37 ans. Mais c'est bien 37 ans, ça reste une belle concession. Et on a l'exemple un peu indifférent, mais qu'on aura peut-être sur d'autres dossiers. Au Timor, pareil, ils ont voulu faire un nouveau port complet. Donc on a tout fait, hein, l'ensemble, hein, l'infrastructure, les superstructures. Là, pour le coup, c'était un dossier à 360 millions de dollars qu'on a fait seul, mais pour sélectionner le candidat, c'était effectivement l'expertise technique, financière, mais il y avait aussi celui qui demanderait le moins de subventions à l'État. Donc c'était subventionné. On a demandé à peu près la moitié, puis on a gagné avec ça. On aurait pu demander plus, en fait, quand on a vu le classement, mais bon, tant pis, ça fonctionne. Mais voilà, donc en fait, c'est les nouveaux... Je pense que ça va se généraliser un peu. Je le vois à Zanzibar, on a fait un dossier... alors, ça n'est pas forcément très sérieux, mais j'ai quand même fait un dossier à Zanzibar où le port de Zanzibar, actuellement, le port historique, va être en limite de capacité à un moment donné. Et l'État, le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, ce qu'il s'appelle comme ça, veut développer une nouvelle infrastructure et faire du transbordement, être aussi une plateforme. Bon, ben, là, pareil, on leur fait comprendre qu'on peut basculer l'ensemble des volumes du port historique vers le nouveau, mais enfin absorber 200, 300, 400 millions de dollars d'un coup, avec un ramp-up et un trafic qui reste... l'île de Zanzibar, elle ne va pas doubler de volume en 5 ans. La consommation, elle ne va pas, parce qu'on crée des capacités. Ça, c'est un peu l'erreur que font aussi les États, c'est qu'ils pensent qu'en créant de la capacité, on va créer du volume. Les gens, ils n'achètent pas plus de télé parce qu'il y a plus de capacité à traiter les conteneurs. Donc voilà, il y a aussi un sujet avec ça. Et donc, bon, voilà, il va falloir qu'on leur demande, on leur fait comprendre qu'il faudra sûrement qu'ils subventionnent, et ils commencent à y venir, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner, aucun privé n'ira, même Abu Dhabi, même Dubai Port, ils ont un minimum de rentabilité à attendre des dossiers. Et du coup, pour en revenir, on a déjà bien abordé les sujets les méthodes de financement. Est-ce qu'on a constaté des évolutions au fil des années, des changements sur la manière de faire, la manière de financer les infrastructures, entre ce qui se faisait avant C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Nous, il y a 20 ans, le groupe Bolloré a financé rapidement. C'était ce qu'on vendait aussi. C'était nous, on vous finance tout en equity, on passe pas par les banques parce que c'était pas cher en capex, hein, c'était pas élevé. Il fallait financer des grues, des portiques, donc c'était assez facile à mettre en place. Et après, quand il a fallu passer aux extensions, il y avait des capex de 100, 200 millions. Bon, le project finance difficile malgré tout, et puis pas forcément très gros, assez gros pour intéresser le project finance, parce que le marché, le financement en financement de projet, ça demande quand même des due diligence importantes pour les banques. Ça dure 6 mois, 8 mois. Et après, une fois qu'on a éventuellement sécurisé déjà le sans recours, ou le recours limité, après, il y a un monitoring de la banque qui est très fort et des covenants à respecter. Donc, ce n'est pas forcément toujours intéressant. Et à l'époque de Bolloré, effectivement, on finançait en garantie maison mère. Ça ne posait pas trop de problèmes. Le nouvel actionnaire ne veut pas entendre parler de garantie maison mère. Il veut tout faire en sans recours, dans la mesure du possible. Si après il est obligé d'émettre une garantie, il le fera, mais c'est pas du tout la logique. Et donc ce que je disais, maintenant l'évolution, c'était la garantie, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et comme le disait Michael, il n'y a pas vraiment de
d'appétence pour faire du sans recours. Et là, l'avenir, c'est du sans recours ou de la garantie avec des participations de l'État, parce que les dossiers sont trop gros et les risques sont trop importants. Enfin, ça dépend encore de chacun des dossiers, mais en général... Financement de projets qui se prêtent bien justement à du financement avec d'autres acteurs et à des alliances, certainement. Oui, mais bon, là, pareil, les alliances armateurs, encore une fois, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais quand on crée une nouvelle infrastructure, la ligne maritime, c'est bien de l'avoir à nos côtés, mais elle ne va pas venir s'il n'y a pas de marché. Elle ne va pas venir avec sans conteneurs. Enfin, elle ne va pas changer le marché si le marché il est à Jakarta ou qu'il est à Mombasa ou qu'il est à Dar es Salaam. C'est pas parce qu'on dit maintenant on crée une nouvelle infrastructure que les clients importateurs et les exportateurs qui font vraiment le marché vont déplacer le marché dans le port, parce que les lignes, on dit nous on va là maintenant. Les lignes, elles vont aller là-bas, mais elles vont trouver personne. Donc il faut aussi qu'il y ait d'abord une demande. Et le navire suit toujours le cargo, hein, c'est pas l'inverse. Et justement, sur cet aspect, est-ce qu'il y a des nouvelles lignes ou des nouveaux flux que vous voyez, des nouvelles... C'est pour moi cette question, vraiment. Ça m'est venu maintenant, donc... Ouais, non, les nouveaux. Enfin, moi, je suis opérateur et développeur, et c'est vrai que les flux, les lignes, les nouveaux services, on va dire, c'est plutôt aux lignes maritimes à qui il faut demander ça. Et ce serait plutôt à MSC, la ligne qui fait partie du groupe MSC. Eux, ils ont une vision des flux Asie, Europe. Alors, s'il y a quand même les nouveaux flux qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'avec ce qui se passe dans le canal de Suez. Les flux les services ont évolué. Maintenant, on passe par le canal Bonne-Espérance, on rallonge les trajets, les taux de fret remontent. Le canal de Suez, il y a de moins en moins de navires entre les Houthis et surtout les Houthis, en fait, hein, essentiellement. Ça change la dynamique des flux. Après, la dynamique globale, moi, je ne suis pas expert pour présager de ça. Ouais, c'est plus une adaptation en fonction de... Exactement. Exactement. Okay. Là, en l'occurrence, c'est le canal. Et puis... Okay. Est-ce qu'on peut peut-être parler un peu du modèle économique pour les débutants qu'on est peut-être ici sur le secteur? Est-ce qu'on peut plus rentrer sur comment ça marche vraiment le modèle économique d'un port de commerce? Quels sont les value drivers ou les sources les facteurs de création de valeur dans les ports de commerce? Comment ils évoluent? Comment on peut les optimiser ou les maximiser sur les ports? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Et je pense que le plus important, c'est vraiment, comme tu as mentionné, c'est la demande. Donc, c'est où est-ce qu'il y a la demande pour la consommation, pour le conteneur? Quels sont les marchés de croissance? Est-ce qu'on se situe dans un marché d'export ou d'import? Et je me rappelle du sujet de due diligence sur du marbre qui était exporté et la demande de ce marbre qui était liée à la demande chinoise. Donc ça peut être très très micro, hein, et on parle, je pense qu'on différencie entre des ports de origin and destination, donc c'est vraiment import et export, et est-ce qu'ils sont liés à un gros marché de consommation qui ne va pas partir, donc une grande ville, ou un gros marché d'exportation, une zone industrielle. Et puis il y a les ports de transfert où, je pense que c'était annoncé, où il y a des États qui ont essayé de créer des gros hubs et qui ont réussi. Et ces hubs sont intéressants. Il y a des hubs systématiques très grands, mais il y a aussi des petits hubs, Malta par exemple, qui pour certaines lignes sont un hub régional pour la Méditerranée. Et ça, ils sont en concurrence avec d'autres ports. Et ça peut changer. Donc si on est un hub de transfert, si on a un autre gros projet à côté qui va se construire, on risque de perdre du volume. Donc je pense que ça c'est quelque chose. Je pense que l'autre sujet qui a été lancé, est-ce qu'on est un port où on détient on opère tout le port, ou est-ce qu'on est juste un opérateur du terminal? Et parce qu'un port peut avoir beaucoup de terminaux, ou c'est juste un port dans une ville ou dans une région qui couvre la baie, par exemple. Et ça aussi, ça fait une très très grande différence. Donc si vous êtes vraiment l'opérateur du port, vous avez une marge d'EBITDA de 70%. Si vous êtes un opérateur de terminal, c'est 20%.
autour. On peut pas le dire, ça. Hein, Donc ça avant redevance. Ça peut faire une différence énorme. Après, bien sûr, je pense qu'on a parlé de beaucoup des autres sujets, diversification des clients aussi. Est-ce qu'on est dépendant ou non de certains clients? Puis, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici, ou juste un tout petit peu. C'est le niveau de tous les des grues. Est-ce que c'est automatisé? Est-ce que c'est électrifié? Où est-ce qu'on est? Ou est-ce que c'est encore très manuel pour la gestion de l'OPEX? Souvent, c'est un marché en hard currency, donc en dollars, la plupart du temps, et les OPEX, c'est en local. Donc, là aussi, il y a un élément. Les tarifs, la plupart du temps, mais ça peut dépendre, les tarifs souvent sont pas régulés. Il y a peut-être des caps, donc il y a une autorité dans le pays qui peut établir les tarifs où vous êtes en tarif commercial. Puis bon, on a beaucoup parlé des CAPEX et des projets. Je pense que c'est clair que si aujourd'hui on a vu l'évolution des flottes des armateurs était énorme. Donc si vous avez un port qui ne peut pas accueillir un navire de plus de 20 000 TEU, bah vous risquez de perdre tout le trajet long courrier. Et donc, on a eu pas mal de projets d'extension. Par exemple, le port de Hambourg, il a un gros problème parce qu'il faut prendre l'Elbe pour remonter, pour arriver jusqu'au port de Hambourg. Et pendant des années, il y a eu des discussions avec les différents partis qu'on ne peut pas faire approfondir cette rivière à cause des poissons, des oiseaux, etc. Ils ont perdu certaines lignes, comme on a évoqué, et certains trafics parce que certains navires ne pouvaient plus être accueillis. Donc ça aussi, c'est un peu des sujets avec l'évolution technologique où certains ports doivent s'adapter pour rester compétitifs. Et peut-être sur la rentabilité d'un port, c'est quoi l'activité principale par rapport à toutes les activités qu'il porte, laquelle elle est le plus rentable ou qui fait vraiment la différence d'un port à un autre? Je pense qu'on est principalement sur du loading, unloading, le fueling, le storage des conteneurs. Et puis c'est beaucoup aussi un peu quand même les services ancillaires. C'est tout le microcosmos de logistique. Si on a du storage, des hangars qu'on peut louer, s'il y a des logisticiens qui sont sur place, le custom brokerage, tout ça, il y a beaucoup de services qu'on peut rajouter à cette chaîne de services essentiels. Il y a tout un éventail éventuel qui peut être ajouté aussi. C'est un peu pour employer un mot très très basique, mais du cross-sell. Moi, je vais être assez basique. Effectivement, c'est le loading. Le loading, c'est les manutentions. Ce qui rapporte essentiellement du revenu dans un port, c'est le fait juste de prendre le conteneur sur le bateau et puis le mettre sur un quai ou sur un camion qui après l'amène sur le terre-plein. Et puis là, on le restocke avec des autres types de portiques et on attend que le client vienne le chercher. Donc ça, c'est vraiment, il y a 2-3 opérations, c'est vraiment c'est la base du revenu. Après, il y a tous les revenus additionnels, effectivement, mais voilà, c'est de la manutention. Hein, c'est vraiment... c'est très simple, hein, c'est vraiment, on cherche le conteneur, on le pose, on attend que la personne vienne le chercher. Et puis, si effectivement, plus il met de temps, plus on peut gagner de l'argent. Et puis après, effectivement, on peut être congestionné parce que si on attend trop, on a trop de conteneurs sur le terminal. Voilà, donc c'est assez simple. Après, ça, c'est pour les terminaux on va dire, d'import-export, ce sont en général les plus rentables parce que c'est quand même des tarifs qui sont... Moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est plutôt des tarifs régulés quand même. L'État dépose une grille tarifaire dans laquelle on doit rentrer. On peut faire des tarifs avec des rabais, des choses comme ça, en fonction des volumes. Enfin, globalement, c'est des tarifs qui sont plafonnés. Et puis, on a droit à des augmentations tarifaires en fonction de l'inflation, en fonction du contrat, de la négo qu'on a eu, des investissements supplémentaires qu'on pourrait faire. Bon, ça fait partie tout ça de l'équilibre de la négo qu'on va avoir avec eux, entre les redevances, entre la durée, entre l'investissement qu'on doit apporter.
Après, il y a les hubs de transbordement, ceux qui sont vraiment faits pour les gros navires. Je simplifie, mais enfin, typiquement, ceux qui viennent d'Asie, qui arrivent au Togo. Voilà. Et puis là, il y a une plateforme portuaire qui est en général détenue par une ligne, parce que c'est son hub à elle, et elle va garantir en gros sa rentabilité et l'intérêt de contrôler ce hub-là en disant je vais faire tout mon éclatement de gros navires vers des petits navires, je vais les faire à cet endroit-là pour les servir par feeder, ce qu'on appelle les feeders, donc les plus petits navires de plus petite taille qui ne peuvent pas aller dans tous les terminaux. Les gros ne peuvent pas aller dans tous les terminaux puisque les tirants d'eau ne sont pas suffisants. Donc il y a les mother vessels, les gros navires, qui après se dispatchent en petits navires. Et donc ces hubs de transbordement, globalement, pour un opérateur portuaire, ce n'est pas ce que l'on préfère parce que c'est vraiment du volume qui est attendu là, de l'efficacité de la production, certes, productivité. Mais voilà, c'est à destination de la ligne, donc les tarifs sont négociés directement avec la ligne et elle a tendance à tirer au maximum au plus bas les tarifs de manutention parce que ceux-là sont négociés directement avec la ligne. Alors que ceux qui sont pour l'import-export et qui concernent les clients du pays, les importateurs et les exportateurs, ceux-là sont en général plus élevés quand même et sont régulés et donc il n'y a pas de... c'est pas aussi compétitif que le transbordement. Bon, je vais essayer de faire un truc assez simple mais voilà. Et je pense que c'est pas facile de trouver sur le bateau les bons conteneurs toujours pour. Non, mais quand on les trouve pas, ça fait des mouvements en plus. C'est-à-dire que comme on est rémunéré au mouvement, il faut chercher ce conteneur qui est en dessous de l'autre. Alors ça fait un mouvement supplémentaire et il y a un tarif. Dès qu'on doit faire un truc, de toute façon, il y a un tarif. Mais ça reste de la manutention, de l'engin de levage. Mais dès qu'il y a un mouvement supplémentaire, voilà, c'est pas de chance, il y a un tarif. Donc la rémunération ne se fait pas au volume, mais à la manutention. Elle se fait sur le volume manutentionné, mais dès qu'on bouge un conteneur, dès qu'il faut faire un mouvement parasite parce que ça a été mal rangé ou l'exportateur l'a pas amené au bon moment, il y a tout un... on a des systèmes d'information, d'opération qui optimisent tout ça et qui préparent les escales. Je ne suis pas un opérationnel de base. Moi, je suis toujours dans un siège à Paris. Mais ce que je comprends quand on est sur le terrain, effectivement, on essaie d'optimiser tout ça, toutes les escales. Mais bon, quand le navire arrive et que le conteneur pour tel pays, il est là parce qu'il sert plusieurs pays. Le navire, il fait plusieurs pays en général. S'il faut aller le chercher, on va devoir facturer la ligne. Donc, il y a deux types de revenus. Il y a celui qu'on facture à l'armateur quand il s'agit d'opérations sur le navire et celui qu'on facture au client final, on va dire l'importateur ou l'exportateur, toute la manutention terre. En gros, ça se sépare comme ça. Et les tarifs lignes sont en général en devises, en euros, USD, parce que c'est offshore, donc c'est simple. C'est le genre de revenu qu'on préfère, que les prêteurs aussi, évidemment, préfèrent. Et le reste, c'est en général en monnaie locale qu'on essaye d'arrimer ou de toujours avoir une parité ou de l'arrimer à une devise, mais le paiement se fait en devise locale. Merci. J'en arrive à la question qu'on a essayé qu'on évoquait un petit peu au début. On a fini, donc c'est bon. Sur le futur, mais justement, c'est par rapport à l'environnement international des ports. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on a de nouveaux flux, des flux qui sont liés par exemple à la création, je pense à des gigafactories, à de l'acier river. En fait, vous l'évoquiez tout à l'heure, des métaux aussi qui vont venir d'Afrique, qui vont venir d'Indonésie avec du nickel. Donc ça va créer des opportunités de marché également qui vont venir en Europe. L'Union européenne avait d'ailleurs adopté le Critical Raw Material Act qui venait encadrer la quantité de matières premières. Donc on peut le voir peut-être de deux perspectives. Produire localement, ça veut dire peut-être moins d'import, ou ça pourrait être vu autrement. Tout se passe aujourd'hui en termes de raffinage en Asie et en l'occurrence en Chine où il se passe énormément de choses. Comment vous voyez-vous les dynamiques du coup en termes de perspectives court, moyen terme sur les ports de commerce? Est-ce qu'on peut, et peut-être plus généralement, c'est quoi le port de commerce de demain? Genre, je peux poser la... Elle était pour qui essentiellement cette question? Elle était pour moi. Ah, parfait. Mais la question est assez large. Donc, allez. Non, écoutez, ce qu'on voit dans les dossiers
qu'on regarde de plus en plus, c'est... Alors déjà, on a effectivement, comme vous le disiez, de plus en plus, enfin, après on verra, hein, les élections arrivent, mais il y a des énormes infrastructures un peu nouvelles, notamment les gigafactories qui se développent en France. En ce moment, par exemple, je crois qu'on en avait parlé pour préparer très brièvement cette conférence, l'acier vert, par exemple, on a des projets de green steel qui sont en train de se développer. Je conseille, par exemple, en ce moment, l'un des acteurs, enfin l'acteur français qui développe une énorme usine pour faire de l'acier vert. Ils se sont placés à côté d'un port. Effectivement, ils ont des accords stratégiques. C'est très important dans leur développement d'être à côté d'un port qu'ils pourront utiliser pour exporter les briquettes d'acier décarboné qu'ils fabriqueront. Alors, à l'espèce, c'est Fos-sur-Mer, mais voilà. Et si vous voulez, ils regardent d'autres sites et à chaque fois, l'idée, c'est de se placer à côté de ports. Ça, clairement, c'est stratégique pour eux. Les gigafactories, alors oui, vous avez raison, ils vont importer beaucoup de matières premières et de Chine, mais justement, pas forcément le sujet, mais de plus en plus, on incite les Renault, Peugeot et autres sociétés de ce type, les constructeurs automobiles, à faire des voitures aussi vertes que possible. Et la tendance, c'est plutôt justement de refaire du mining en Europe, en France. On regarde des projets de mines, il y a beaucoup de sujets mines en France qui reviennent. Et donc, certes, il y aura beaucoup d'imports, mais on va essayer aussi de produire localement davantage. Pour ce qui concerne ensuite, ça c'est plutôt les... Après, il y a beaucoup effectivement de projets de gigafactory pour l'industrie. Oui, il y a beaucoup de projets différents. Voilà. Ça veut dire tais-toi, vous avez raison. Non. Il y a beaucoup de projets différents. Et alors, pour ce qui concerne ce qu'on voit sur les ports, tout ce qui est électrification des ports, faire des ports plus verts, ça c'est un des sujets du moment, avec une réglementation justement à cet effet qui impose qu'on fasse du EV charging à horizon 2030 des navires, en tout cas une grosse partie des navires en Europe en tout cas. Donc tout le sujet, faire des panneaux solaires là où on peut, moderniser les modalités d'alimentation en électricité des grues, des portiques de quai sur les ports, ça c'est un sujet d'actualité. Nous on conseille un acteur par exemple qui fait des piles à combustible avec de l'hydrogène, etc. dans des conteneurs. D'ailleurs c'est un peu comme ça qu'il installe son unité de production, et ils parlent avec beaucoup de ports, justement, parce qu'ils peuvent facilement installer un conteneur qui va produire de l'électricité verte avec de l'hydrogène pour alimenter des équipements portuaires. Vous avez des acteurs un peu plus gros qui, eux, vont même commencer à faire des sortes de micro-grids, c'est à la mode, des petits réseaux sur un port avec quelques éoliennes, quelques outils de production d'électricité et de gestion de cette électricité dédiée à l'alimentation d'un port. Donc beaucoup de sujets. Et peut-être pour faire le lien sur l'énergie, est-ce que par exemple sur les aéroports aujourd'hui, il y a beaucoup on utilise beaucoup les surfaces qui sont disponibles pour justement créer de l'énergie et peut-être à terme la revendre ou faire bénéficier de l'environnement proche. Est-ce qu'il y a une logique pareille sur les ports de commerce, utiliser par exemple les surfaces pour créer des sources d'énergie à terme comme une sorte de hub énergétique, ou c'est pas la même logique? Je ne sais pas, je laisserai mes quoi, mais clairement en tout cas, il y a pas mal de sujets par exemple de reconversion de terminaux LNG en terminaux capables de stocker de l'hydrogène, ou d'autres stockages d'ammoniac et autres. Vous avez sur les ports pas mal de travail aujourd'hui pour les adapter aux nouveaux sujets, donc hydrogène, ammoniac et autres. Et par exemple, nous on a pas mal de sujets e-fuel. Vous avez beaucoup de sujets, c'est en lien avec l'industrie du transport maritime, les ports, comment fabriquer des carburants verts. Et donc les ports, on travaille sur un dossier en Chine en ce moment avec SIPG, donc les ports, Shanghai International Port Authority, je ne sais plus quoi,
Et eux, ils font des activités comme ça de bunkering c'est leur métier, hein, pour aller mettre du fuel dans des navires. Et de plus en plus, ils s'inscrivent dans des projets beaucoup plus globaux où ils vont parler avec quelqu'un qui a un projet pour faire du e-méthanol, je ne sais où, un vrai project finance quelque part. Eux, ils vont parler avec lui, s'occuper d'acheminer ce carburant jusqu'au port, et ensuite, eux, vont parler à des lignes comme CMA, comme autres, pour faire le bunkering et amener ces produits. Et vous avez tout un tas de nouveaux projets qui se créent sur les ports en lien avec ça. Et je crois que ça, c'est super intéressant, et je crois que c'est le grand sujet, parce qu'aujourd'hui, le shipping, c'est quand même 3% des émissions. Donc la question va être, quel sera le fuel du futur? Est-ce que ce sera LNG? Beaucoup de pensaient que ce sera LNG, maintenant ça va être e-méthanol. Est-ce que ce sera l'ammoniac? Est-ce que ce sera l'hydrogène? Certains parlent de nucléaire. Bon, on ne sait pas, mais c'est clair que les ports aussi travaillent sur ces sujets. Et comme aujourd'hui, on a les ports un peu de transfert, est-ce que demain, on aura les ports un peu énergétiques aussi, peut-être? Mais c'est clairement... il faut s'assurer du futur, et c'est le sujet un peu pour le secteur pour l'instant, je pense. Ouais. Okay. Bon, sur le 70% de marge, moi. Sur le plan environnemental, bon, c'est vrai que l'enceinte portuaire, quand même, il n'y a pas de la place pour mettre du photovoltaïque, des choses comme ça. L'enceinte portuaire, elle est quand même optimisée pour stocker, pour manutentionner. Donc, c'est pas la vocation première d'essayer de faire des champs de photovoltaïque pour alimenter le port. En revanche, c'est vrai qu'on a nous-mêmes développé un label Green Terminal. On est en train effectivement de limiter tous les équipements qui utilisent le gasoil. Les portiques, les grands portiques à 10-12 millions de dollars l'unité, les énormes, fonctionnent à l'électricité. Les portiques de parc sont moins gros, mais enfin sont maintenant électriques la plupart du temps. Même les engins de manutention ou les camions qu'on a dans les enceintes sont électriques. La plupart des constructeurs s'y sont mis, et on le suit aussi. Donc il y a une réelle volonté évidemment de décarboner ou d'avoir un port vert. Après, l'énergie, la fabrication de l'énergie, c'est un autre sujet. Ça peut pas être le port qui s'auto-alimente. En tout cas, il n'y a pas... En tout cas, dans les ports que j'ai vus, c'est pas la vocation, c'est pas l'objet de la concession, et c'est pas non plus, on n'a pas la place pour faire ça. Et puis même si on regarde celui en Asie, d'Indonésie, là aussi il y a une gigafactory pour BYD, le constructeur chinois, qui se met juste derrière le port, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le dossier. Mais là où il y a de la place malgré tout, nous a pas demandé d'imaginer encore comment alimenter, de s'auto-alimenter en électricité le terminal. On n'en est pas encore là, mais effectivement, je pense qu'on a la zone industrielle aux alentours. Il y aura peut-être quelqu'un qui développera, parce que je pense que ça tourne beaucoup encore au charbon en Indonésie, la fabrication d'électricité. J'imagine que celui qui vient avec des solutions pour produire l'électricité verte et moins chère, notamment, viendra alimenter nos portiques. Mais c'est pas... Désolé peut-être de décevoir, mais ce n'est pas effectivement la dynamique encore des ports de faire de l'énergie verte. Les lignes s'y mettent, je pense qu'elles testent toutes, comme tu le disais, Christian, des méthodes. Je ne sais pas qui en sortira à la fin, ce qui en sortira, mais voilà, dans le portuaire, on avance, on est électrique, mais on traite les déchets. Voilà. Et je ne sais pas si c'est les tendances de demain, mais dans les sujets qui sont, que j'ai pu voir un peu marrants, pas marrant, non, mais clairement, les ports, c'est le point d'entrée de beaucoup de choses. Et la sécurité, le contrôle, la modernisation de tous les outils qui permettent de vérifier ce qu'il y a dans les conteneurs pour essayer de contrôler le trafic de drogue, c'est quelque chose de très important. Par exemple, le projet que j'évoquais en Colombie pour l'export de bananes, clairement, les États-Unis, donc DFC, l'agence, la banque de développement américaine, a voulu participer au financement, principalement parce qu'ils voyaient dans la modernisation du port un moyen de limiter le trafic de drogue qui était, je sais pas, un sachet de cocaïne entre deux bananes, c'était assez fréquent. Voilà, il fait beaucoup de trafic de drogue. Et de manière générale, mais même au Maroc, quand on travaillait sur le port de Tanger, beaucoup d'argent qui est mis et beaucoup de réflexions autour de la façon
de contrôler efficacement ce qui rentre et ce qui sort du terminal dans le cadre du contrôle de trafic de drogue. Bon, merci beaucoup. On va peut-être ouvrir les questions-réponses, enfin la session Q&A, s'il y a des questions dans l'audience. C'est bon. Tout d'abord, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai 2 questions. La première, elle va être orientée à Michael. Et la deuxième, oui, j'ai grossi par rapport à la photo. Christian ou Pierre. non, c'est toujours la même. Vous avez parlé du port de Calais, c'est un exemple très intéressant. De ce que je comprends, il y avait 2 sociétés, c'est-à-dire la SPV et la société d'exploitation. Maintenant, j'ai compris que comment on a dérisqué la société d'exploitation, c'est via le mécanisme de top-up qui était prévu par la région. Mais in fine, pourquoi créer 2 sociétés ? Pourquoi créer 2 sociétés ? Parce que si vous leviez la dette au niveau de la société concessionnaire, vous mélangiez le risque trafic et le risque de cette nouvelle infrastructure. Et s'il y avait un problème, si on ne savait pas trop ce qui allait être pris dans les flux pour rembourser la dette versus essayer de combler un éventuel déficit au niveau de la société concessionnaire. Donc ils ont fait ce mécanisme où il y a un loyer garanti. Et je comprends votre question, mais si la société concessionnaire venait à faire défaut, d'accord, parce qu'elle n'était pas capable avec ses revenus, hein, l'idée de la région, ce n'était pas forcément de toujours garder la tête du concessionnaire hors de l'eau. Il y avait des mécanismes d'accord direct où la région pouvait devait reprendre en direct la sous-concession et devenir finalement le locataire de l'infrastructure s'il y avait un problème avec le concessionnaire. Donc on pouvait couper la tête du concessionnaire et avoir la région finalement en direct s'il y avait un problème avec l'exploitation du port. Ce qui permettait vraiment aux investisseurs d'être totalement dérisqués du risque trafic, ce qui n'aurait pas été possible si vous aviez tout fait au même niveau. C'est très clair, merci. Et pour la deuxième question, c'est uniquement pour le sujet des taux, risque de taux. Peut-être un exemple comment on arrive à baquer ce risque, en Afrique par exemple. Taux de change. Le risque de taux de change dans les revenus du port ? Tout à fait, ouais. Entre les revenus et le paiement de la dette qui est en devise en jeu. Oui, d'accord. Je peux commencer. Mais, en général, c'est ce qu'on fait en fait dans les contrats. C'est-à-dire que il y a, on va dire, 40%, en général, c'est un peu comme ça. Il y a 30 à 40% du revenu qui est en devise, puisqu'il est facturé à la ligne. Donc il y a déjà une bonne partie du revenu qui lui, ne subit pas le risque de taux. Donc là, les prêteurs, en général, sont plutôt contents de ça. Quand on parle d'un sans recours, parce qu'encore une fois, quand il y a une garantie maison mère, ils ont moins de problèmes. Hein. Pour le coup, ils peuvent toujours remonter vers l'actionnaire. Bon, imaginons quand même qu'ils veulent se vérifier un peu le business model. Il y a une partie du revenu qui est déjà en devise. Le reste du revenu, soit il est, quand on a de la chance, libellé en devise. Donc il est en devise, mais il est touché en monnaie locale. Quand il est touché en monnaie locale, mais il est sur une base de devises USD ou euros, la banque se dit, finalement, vous le touchez en devise locale, mais vous avez tellement d'OPEX en devise locale qu'à la fin, ça vous sert à payer vos OPEX. Et à la fin, dans vos dividendes et dans votre service de dette, il va vous rester surtout les revenus de la ligne. Ça, c'est le cas le plus agréable. Le mieux, c'est quand tout est en devise, ce qui n'arrive quasiment jamais. Après, si la partie locale, on va dire terre, manutention terre et stockage et livraison, on va dire, est en monnaie locale pure, là, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est que dans le contrat, on arrive quand même à avoir des indexations de cette monnaie locale, c'est-à-dire que tous les ans, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans, sur ce qu'on négocie, les tarifs qui sont régulés même en monnaie locale sont augmentés automatiquement de l'inflation ou de l'effet du Forex, si on arrive à démontrer qu'il y a un écart de plus de 5-10% de décrochage par rapport à un CPI ou à une monnaie USD euro. Et là, on a le droit d'avoir un rattrapage. Et le sujet est très important. Et après, on a le pire des cas. Donc ça c'est le cas à la rigueur où on est protégé du Forex dans le contrat parce que les États ont enfin compris que c'est pas que l'opérateur, c'est pas le problème de l'opérateur uniquement, c'est aussi le problème de la viabilité financière du dossier. Si les prêteurs sont pas là, il n'y a pas de dossier. Et les prêteurs seront les premiers à demander comment vous vous protégez de ce risque-là. Donc il faut le négocier dans le contrat. Après, évidemment, ça a un impact sur la population parce qu'on
On peut se retrouver à avoir tous les 4-5 ans, avoir des augmentations de 20% en monnaie locale. Bon, mais c'est comme ça. Et c'est pas comme les 2% tous les 1er février sur les autoroutes où tout le monde crie, mais en fait, là, on peut parler de 10-20% d'un coup quand même. Ensuite, il y a le cas le plus défavorable, et on l'a au Nigeria, où le Naira, la monnaie locale, elle perd 100-200% tous les ans. Hein. On peut avoir une dévaluation de la monnaie. Donc, une grande partie de nos revenus sont en Naira. Et on n'a pas de protection dans les contrats parce qu'ils ont été faits il y a un certain temps. Et on n'y a pas pensé, ou c'était pas forcément l'objet à l'époque, et on est allé un peu vite, sûrement dans les négos, quand moi je n'y étais pas, donc je peux le dire. Non mais, et Constantin n'y était pas non plus. Mais non mais bon, ce qui est vrai qu'à l'époque, c'était plus simple de récupérer la concession, les négos elles étaient plus rapides, il y avait moins d'expertise peut-être là-dedans des deux côtés. Hein. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'ensemble du secteur portuaire souffre de la dévaluation du Naira très fortement. Et donc tous ces opérateurs s'allient vis-à-vis des associations de consommateurs, ou on va dire de shipping council, qui se réunissent pour dire, bon, effectivement, là, l'heure est grave, les opérateurs commencent à perdre 50-60% de leurs revenus, donc ils vont peut-être être en défaut pour en plus honorer leurs obligations. Donc on peut passer des augmentations de 40 ou 80%, hein, et on ne rattrape toujours pas. On court après constamment. Mais ça, c'est vraiment le pire scénario, et aujourd'hui on l'évite dès le début. Hein. Peut-être ce qu'on a pu voir, je ne sais pas si c'est un élément que vous voyez parfois, c'est si c'est un projet Greenfield, un nouveau port, et parfois vous avez des CAPEX que vous pouvez financer en devise locale pour la construction de l'ouvrage. Et dans ce cas-là, vous faites une dette, vous avez une partie qui est en devise locale, ce qui vous permet de vous couvrir naturellement contre le risque de change pour la partie en devise. Ma question va plus porter sur l'Europe et sur le potentiel risque de déglobalisation qu'on pourrait avoir, potentiellement moins de volume qui viendrait d'Asie sur l'Europe. Premièrement, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez déjà et que vous considérez? Et deuxièmement, peut-être d'un point de vue juridique, est-ce que au cours vous avez un petit peu mentionné la partie sécurité, est-ce que vous avez déjà vu sur les dernières années des recommandations ou de l'Union européenne ou au niveau français qui amènent des contrôles supplémentaires et donc qui amènent un traitement de l'ensemble de la marchandise qui prend plus de temps et qui ont donc in fine un impact économique sur les ports? Donc c'est un petit peu en deux parties la question. Moi, ça va être rapide. Pas du tout. Plus sur les montages, financement de projet. Donc, je vous avoue que ce genre de questions, j'ai pas trop regardé. Mais en tout cas, non, ça m'a pas gêné pour l'instant. Je pense que sur le côté sécurité, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur l'échange d'informations, etc. Et aussi sur les compagnies maritimes eux-mêmes. Aujourd'hui, en termes de sécurité, ont des besoins de plus en plus. Aussi en ce qui concerne le screening de leur staff, des opérations et de la collaboration. Je pense que vous voyez le niveau de sécurité des armateurs, ils sont attaqués. Donc c'est un champ très très important. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Sur la déglobalisation, je crois que le commerce est quand même... le volume en Chine a stagné ou baissé. Mais il y a quand même beaucoup d'autres pays où il monte énormément. Donc je pense qu'ici en Europe, le volume ne s'est pas développé de façon importante. Donc je pense que c'est plus lié à la consommation européenne. Mais le niveau de volume long haul n'a pas forcément changé. La composition s'est peut-être un peu changée. Okay. Moi, je suis moins expert de l'Europe, mais en tout cas, les tendances d'importation asiatique, j'ai pas l'impression qu'il y a encore un effet où on soit encore en capacité déjà de fabriquer localement et d'être moins dépendant. Et puis le jour où ça arrivera, j'imagine quand même que l'objectif, ce sera quand même de rééquilibrer la balance commerciale et peut-être faire des exportations.
Donc on importera peut-être moins, mais on imagine et on espère qu'on sera capable d'exporter notre savoir-faire et donc compenser un peu ça. Je suis assez d'accord avec Christian. Je pense que de toute façon, il y a un trend général qui est lié à la consommation et à la population. J'ai pas l'impression qu'il y ait de baisse dans ces flux-là, mais encore une fois, il faudrait plutôt le demander à des lignes qui, elles, peuvent voir assez rapidement comment leurs flux sont orientés, et s'il y a vraiment une baisse de la demande sur tel ou tel marché. Et ce serait prétentieux de ma part de dire que je connais la réponse, honnêtement. Peut-être une dernière question, si... Oui, juste, s'il te plaît. Merci beaucoup déjà pour la présentation. J'avais une question concernant la souveraineté des territoires sur lesquels les ports sont implantés. Est-ce que les partenariats publics-privés ou les concessions peuvent représenter un risque pour la souveraineté des pays dans lesquels les ports sont implantés ? Peut-être une première réponse purement juridique. On n'en a pas parlé effectivement dans la partie financement, mais tous ces actifs sont en général des actifs, en tout cas en France, en Afrique, qu'on qualifie de biens de retour. Et donc ce sont des actifs sur lesquels vous ne pouvez pas prendre de sûreté, ou alors si vous prenez des sûretés, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Dans les contrats de concession que j'ai pu voir en Afrique, souvent, pour pouvoir consentir une sûreté sur une grue ou un équipement un peu stratégique du port, il faut l'accord du concédant. Même s'il vous le donne, je ne suis pas sûr que vous allez en faire grand-chose. En tout cas, dans certains pays, bon courage. S'il n'a pas envie, si au Nigeria, ils ne veulent pas que vous preniez une grue sur leur port, vous ne prendrez pas la grue sur le port. Et donc, au final, je ne suis pas sûr que l'actif en soi soit en danger, dans le sens où l'opérateur ne va pas partir avec. C'est plutôt un risque d'instabilité, si vraiment, enfin pour l'opérateur, si à un moment, il a des problèmes avec son état hôte. Mais voilà, je ne suis pas certain. Enfin, je ne pense pas que ce soit un risque. Les personnes publiques ont toujours moyen de mettre un terme à ces contrats. Modulo, si c'est pour des raisons qu'on appelle d'intérêt général, ça va, il n'y a aucune raison. Elles ont juste envie de dégager le concessionnaire en place. À ce moment-là, elles ont le droit de le faire, en tout état de cause. Elles vont simplement devoir faire un plus gros chèque. Voilà. Non, mais c'est exactement ce point-là. Et le fait du prince ou l'intérêt général, une autorité peut toujours résilier le contrat. Il y a des clauses de compensation. On risque de peut-être jamais être payé. On peut aller en arbitrage. Mais à la fin, effectivement, le risque, c'est bien de retour. L'État est propriétaire. De toute façon, à la fin, c'est son actif qui nous concède. Il n'y a pas de privatisation. Hein. On n'est pas souvent, et d'ailleurs c'est le problème qu'on a souvent quand on fait des contrats de partenariat ou des concessions ou toutes ces délégations de services publics, tout ce concept. Les populations en général, font le raccourci d'une privatisation. La privatisation, ça n'existe pas. Ils nous délèguent et on paye ce droit-là, pas une redevance domaniale, une redevance variable, fixe. Bon, c'est une délégation et on n'est pas chez nous. On est locataire et puis à la fin, encore une fois, il y a de façon unilatérale, ils peuvent nous résilier. Il y a des clauses pour ça et ça arrive rarement. Moi, je crois qu'il y a un cas qui s'est produit quand même à Djibouti. Hein, ouais. Je crois qu'il y a Djibouti où Dubai Port s'est fait sortir par l'État djiboutien. On conseillait l'État djiboutien dans l'arbitrage. Et alors, je me souviens plus, je crois que l'arbitrage a donné raison à Dubaï, non ? Exactement. Alors, je ne sais pas s'ils ont été payés après, mais c'est toujours le problème. Nous, oui, c'est le principal. Voilà. Entre la décision exécutoire de l'arbitrage où on vous donne raison et puis l'État qui vous paye, il y a un temps. Bon, je ne connais pas l'histoire, mais c'est quand même assez rassurant aussi. Nous, on a regardé ça de près parce que voir un État qui résilie un opérateur alors qu'il n'est pas en défaut, a priori, bon, et l'arbitrage, finalement, le confirme. Donc oui, donc tu as dû être déçu alors quand... Non, c'était pas moi directement. Ok. Non mais donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même... C'était mon ancien cabinet et pour le coup, je suis le dossier de près parce que c'était un de mes associés dans mon équipe qui travaillait là-dessus avec l'équipe arbitrage. Je crois, hein, je ne connais pas le fond du dossier, mais que c'était notamment un bon exemple de ce que vous disiez tout à l'heure sur l'utilité des ports dans le pays parce que je crois que Djibouti voulait que Dubai Port fasse plus. Et qu'ils étaient assis, ils avaient une position un peu confortable et qu'ils n'avaient pas envie
de forcément. Il y a un contrat, hein. Non, mais il y a un contrat, soit ils sont en défaut, soit. Mais c'était un vrai cas qu'on n'avait jamais vraiment vu, et c'était rassurant de voir quand même que le partenaire privé est quand même un peu protégé et que l'arbitrage, ça sert quand même. Et nous, on l'avait regardé parce qu'on s'est dit peut-être qu'on pourrait y aller du coup s'il n'y a plus de Dubaï. Mais bon, je ne sais pas qui opère aujourd'hui. C'est encore Dubaï du coup? Je ne me souviens plus. Bon. Donc pas de risque de souveraineté. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Si vous voulez, vous pouvez continuer les questions pendant le cocktail. Du coup, on suivra après avec un cocktail. Merci à nos 3 intervenants, de fait. On peut chaleureusement applaudir. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.